Bonjour tout le monde, je m'appelle Estelle, je suis coordonnatrice du CELAT à l'UQAM. Merci d'être là, merci Nicolas. Donc, je veux commencer par reconnaître qu'on est rassemblés aujourd'hui sur des territoires autochtones ancestraux non cédés qui ont été habités par plusieurs nations autochtones à travers le temps et qui sont, donc, ces territoires aujourd'hui sous la garde des Kanien'kehá:ka, donc qui sont les gardiennes des terres et des eaux qui forment Tiohtià:ke, Montréal. Comme vous le savez, la colonisation a eu des effets dévastateurs sur les peuples autochtones, sur les cultures autochtones. On se rappelle entre autres de l'histoire des pensionnats autochtones où des milliers d'enfants ont péri ou ont été victimes d'abus. On se rappelle aussi l'histoire de la rafle des années 60, où d'autres enfants autochtones ont été arrachés de leur famille par le système de protection de la jeunesse canadien ou québécois ici au Québec. Aujourd'hui encore, il y a des familles qui ignorent ce qui est arrivé à leurs filles ou leurs femmes qui ont été disparues. Encore des milliers de cas de femmes disparues ou assassinées qui demeurent irrésolus. Donc, on aimerait reconnaître au CELAT que le colonialisme et le racisme systémique teintent encore le fonctionnement de nos institutions, dont l'université. Et on s'engage, en tant qu'universitaires, intellectuels, enseignants-enseignantes, à valoriser les voix autochtones et à aussi s'éduquer sur l'histoire autochtone, sur l'histoire du colonialisme, et donc à en prendre compte dans nos activités à l'université. Merci beaucoup. Sur ça, je laisse la parole à Magali, qui est directrice du CELAT. Merci Estelle. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Estelle, je suis actuellement, plus pour très longtemps, directrice du CELAT à l'UQAM. Katharina Niemeyer, donc, qui est la directrice actuelle et qui est en sabbatique, revient fin juin. C'est grâce à elle, en fait, qu'on a eu la chance de savoir que Nicolas Nova était, que Nicolas Nova donc, était à Montréal en ce moment. Et donc, c'est grâce à elle aussi qu'on a pu l'inviter, donc j'en suis très reconnaissante. Donc aujourd'hui, c'est une conférence CELAT. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le CELAT, c'est une équipe de recherche qui est interdisciplinaire, qui regroupe des chercheurs et des chercheuses de plusieurs disciplines en design. On a des collègues dans la salle justement qui viennent de l'école de design. En études urbaines, on a aussi un collègue dans la salle qui vient d'études urbaines, en anthropologie, sociologie, géographie, histoire, art, etc. etc. J'oublie des disciplines, il y en a une bonne quinzaine. Donc, ce qui nous rassemble actuellement comme équipe, c'est une programmation, donc une nouvelle programmation depuis 2024 qui va nous conduire jusqu'à 2030 sur la question du faire monde, donc sur les devenirs justement pluriels des différentes cultures, culture au sens humaine, parce qu'il y a eu des petits livres sur l'anthropocène justement, donc dans notre monde commun. Je vous présente maintenant donc la personne qui est notre invitée aujourd'hui, Nicolas Nova. Qu'on a eu la chance déjà d'ailleurs au CELAT d'accueillir dans un autre cadre, c'était dans le cadre pandémique, ici aussi à l'école de design, on était toutes derrière nos écrans, c'était pour une exposition qu'on avait montée justement avec Amandine Alessandra Kella, Katharina Niemeyer et Carole Lévesque, qui est actuellement la directrice du CELAT, du centre de design, donc une exposition qui s'appelait Écran Total et qui questionnait en fait la place du numérique et la place des écrans dans nos sociétés et dans nos vies quotidiennes. Donc Nicolas avait déjà participé à cette rencontre-là, mais par Zoom donc. Donc je vous le présente, Nicolas Nova donc, est professeur à la Haute École d'Art et de Design de Genève, EDE, où il enseigne et mène des recherches anthropologiques sur les cultures contemporaines liées aux mutations insufflées par les technologies numériques justement, ou par la crise environnementale. Il est également cofondateur de GN, une agence d'exploration prospective. Donc il a un parcours pluridisciplinaire au croisement des sciences naturelles, de l'anthropologie et des pratiques artistiques. Il s'intéresse aux croisements multiples entre enquête et création dont il va nous parler. Il est également chercheur associé au Media Lab Sciences Po à Paris et à l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève. Donc aujourd'hui, il a présenté une conférence intitulée Chamonix Sentinelle, enquête, création et métamorphose environnementale. On va l'écouter par environ 45 minutes à 1 heure, puis ensuite on aura une large période de discussion où on pourra justement communiquer avec toi. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Ça va au niveau de l'humidité? Ça semble que ça...
Merci de l'accueil, merci à Katharina qui n'est pas là, mais je vais essayer de l'avoir lundi. Je connais ce qu'elle est en Suisse. Bon, il y a le côté conférence, mais peut-être je vais passer un petit moment à présenter un peu de quel point de vue je parle, et puis après aller sur ce thème d'enquête-création sur les enjeux environnementaux. Je suis suisse et français, donc parfois j'ai mon côté suisse où je parle lentement, parfois j'ai le côté français, je parle à toute vitesse, donc vous m'excusez d'avance. Et juste pour compléter, en fait, moi j'ai un parcours un peu qui est passé au travers de différentes disciplines. Hein. La discipline originelle, c'est les sciences naturelles, alors, biologie, géologie, et c'est ensuite que j'ai bifurqué vers tout un domaine qui s'appelle interaction humain-machine, Human-Computer Interaction. Mais au milieu de tout ça, je me suis rapproché des sciences sociales par intérêt et question d'approfondir le thème des usages et de la conception des objets techniques. Et puis j'ai atterri dans une école d'art et de design, qui est celle, plusieurs autres, mais d'abord celle où je suis maintenant, qui est la Haute École d'art et de design à Genève. Et ça fait que j'ai essayé un peu de trouver ma place hein, à la fois dans ce parcours et dans cet écosystème. J'enseigne essentiellement à des designers, mais un petit peu à des étudiantes et étudiants en sciences humaines et sociales, et aussi parfois à des ingénieurs. Donc ça veut dire qu'il faut un peu de flexibilité, on va dire, épistémologique et puis aussi pragmatique pour, on va dire, aider tout ce petit monde. Mais c'est aussi, à la fois par curiosité personnelle et pour trouver une forme d'équilibre ou d'interdisciplinarité, je fais un peu l'éponge en fait, hein, notamment auprès de collègues, artistes ou designers, et de repenser mes façons d'enquêter sur le monde. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, plutôt, comme tu l'as dit il y a un instant, c'est plutôt le thème lié au numérique en fait, qui m'ont pas mal occupé hein, précédemment, c'est-à-dire on va dire toujours aujourd'hui, mais globalement entre début des années 2000 et puis 2015, 2018. Avec des travaux sur la question de sociologie ou d'anthropologie des usages. Dans mon jury de thèse, il y avait Serge Proux, qui était un enseignant ici, sur la question des usages du smartphone, de comparer les usages du smartphone à Genève, à Los Angeles et à Tokyo. C'est un travail de doctorat avec une enquête essentiellement par entretien, observation et une dimension visuelle. Et puis comme la question environnementale et de l'obsolescence des objets techniques voilà, apparu comme fondamentale. J'ai eu tout un projet avec une collègue, Anaïs Bloch, sur le thème de la réparation des téléphones intelligents, avec tout un terrain sur les réparateurs et quelques réparateurs sur un territoire qu'on ne suspecte pas d'avoir des réparateurs, qui est la Suisse. Et donc d'enquêter sur en fait, les pratiques de réparation, comment on répare des objets techniques qu'on n'est pas censé réparer, comment des compétences sont élaborées. Donc, ça me donne un peu un ordre d'idée. Et puis le thème, la manière de produire de la recherche qui consiste à produire des articles académiques ou des livres, ça m'intéresse, d'ailleurs plutôt des livres. Mais aussi réaliser des expositions. Hein. J'ai fait un travail de curation, c'est un projet mené à la Cité du Design à Saint-Étienne en France sur les va-et-vient entre les science-fiction, on pourrait dire, et le design d'interface, le design numérique, avec une exposition qui essaie de comprendre en fait comment il y a une espèce d'influence mutuelle entre les imaginaires de la science-fiction ou des imaginaires sociotechniques de l'ingénierie qui vont et viennent. Voir comment des dispositifs comme typiquement les lunettes de réalité augmentée de Google en fait, sont influencés par des films de science-fiction, Terminator, ou des dessins animés, genre Madame Gauche. Hein, et donc il y a des mouvements comme ça de va-et-vient. Et cet intérêt pour d'autres formes hein, de restitution d'enquête, il se complète aussi hein, d'intérêt pour une porosité, enfin l'intérêt aussi avec le design, et de travailler. J'ai mené avant avec Near Future Laboratory, qui est une agence de design fiction, puis maintenant avec GN, qui est, en gros c'est l'antenne européenne de Near Future Laboratory, qui a changé de nom, parce qu'on a un peu des envies différentes, et de produire des projets de design fiction, hein, donc de créer des objets fictifs qui servent à matérialiser des enjeux, des possibles,
des problèmes, des opportunités éventuelles sur des thèmes très divers. Mais j'en parlerai pas ici nécessairement, parce qu'on pas tout traité. Je m'excuse d'avance, ça va passer un peu de plein de choses qui vont un peu dans tous les sens. C'est un peu la rançon de la curiosité, on pourrait dire. À travers en fait cette forme de porosité, en fait, de traverser à travers différentes disciplines, j'ai aussi un intérêt pour la question méthodologique, en fait, mon méthodologie est peut-être un peu fort, un peu extrêmement positiviste, mais en tout cas des démarches, des approches, comment on enquête, comment on observe, comment on anticipe, comment on spécule. Et puis voilà, il y a plein de bouquins, parce que je vais faire des livres. Et donc, cet aspect, on pourrait dire, de la démarche ou de la méthodologie, c'est la raison pour laquelle j'ai été recruté dans cette école d'art et design, mais aussi pour laquelle j'ai enseigné dans d'autres écoles, avec globalement deux thèmes. Celui, le livre rose, de l'observation, qu'est-ce que c'est qu'enquêter sur le monde, avec des démarches qui peuvent venir de l'ethnographie, en sciences humaines et sociales, qui peuvent venir de manières d'enquêter qui viennent de pratiques artistiques, de la littérature, enfin, en gros de reprendre en fait ces différentes démarches d'observation, c'est-à-dire d'examen minutieux du monde à travers ses sens, à travers sa capacité à être situé dans le monde pour en faire quelque chose. Alors, en faire quelque chose, ça peut être d'écrire, sciences humaines et sociales, voire expliquer, mais aussi changer. Les étudiantes et les étudiants avec lesquels je travaille, leur boulot, ça va être de produire de la signalétique, produire des interfaces, produire des scénographies, etc., etc. Donc c'est les équiper, les outiller d'un point de vue de la démarche d'observation, d'enquête, une manière de reformuler l'enquête des sciences humaines et sociales. Et puis, à tel point que la reformuler, ça peut être aussi autre pilier méthodologique, d'enquêter en déployant des formes de création, c'est-à-dire dans l'outillant, là c'est peut-être l'aspect, le mouvement inverse, c'est de reprendre la notion d'enquête en sciences humaines et sociales, et puis de voir comment la constitution de dispositifs d'enquête singuliers, suivant les contextes dans lesquels on se situe, suivant les personnes auprès desquelles on travaille, bon, c'est un formateur, formatrice, participant, c'est peut-être un peu plus légitime, comment tout ça peut se nourrir en fait d'une manière de faire venant de pratiques artistiques, du design, éventuellement d'architecture, etc., etc. Donc ça, c'est globalement ce qui m'intéresse. Et puis, comme je disais tout à l'heure, même si je travaille, un gros aspect du travail est lié aux cultures numériques, à la fois par une forme d'impossibilité de faire autrement, dans un monde qui se dégrade, mais aussi parce que mes premières études étaient dans les sciences naturelles. À partir de 2014-2015, je me suis repenché en fait, sur les questions, on pourrait dire, de sciences naturelles, mais la manière dont le monde est en train de subir un certain nombre de métamorphoses environnementales avec différents types de projets. Par exemple, ce projet qui s'appelle un bestiaire de l'Anthropocène. Je dois amener 2 exemplaires, vous pouvez faire circuler. Et qui est une enquête menée avec un collectif d'artistes qui s'appelle Disnovation, français et polonais, et qui s'intéresse à documenter ces formes d'hybridation entre un pôle artificiel et un pôle entre guillemets, évidemment, naturel dans le monde, qui consiste à saisir comment des minéraux, des végétaux, des espèces animales, d'autres types de spécimens qu'on ne sait pas trop catégoriser, relèvent en fait de formes d'hybridation. On a des arbres qui ne sont pas des arbres, mais qui ont des antennes de téléphonie mobile. On a des basaltes volcaniques qui sont hybridés avec du plastique. Donc c'est de documenter en fait ces formes dont évidemment le but n'est pas de se réjouir de cette situation, mais plutôt de saisir, de comprendre en fait cette métamorphose qui est à l'heure et de faire réagir. On a demandé des textes de réaction à différents auteurs, autrices, en géographie, en histoire, en anthropologie, pratique artistique, pour faire écho à notre enquête. Et donc ça, c'est typiquement le genre de dispositif d'enquête qui m'intéresse, qui, à la base, ce projet, c'était pas du tout un livre, c'était
une idée d'expo au jeu de paume. Ensuite, on avait fait en 2017 à Eastern Bloc, ici à Montréal, voilà, une série de petites expositions, et puis ensuite une exposition à Genève, dans un théâtre qui avait une serre, et donc on a montré en fait ce travail-là, et ensuite on a eu fortunité avec un éditeur hollandais de produire ce type d'ouvrage qui est une forme de restitution d'enquête à partir d'un matériau à la base qui pouvait être essentiellement visuel. On parlait d'arbres qui poussent en une nuit, ce pas des arbres, c'est des antennes de téléphonie mobile. Et donc, voilà, là, ça relève une forme d'enquête-création dans le sens où il y a une enquête, enquête de terrain, enquête documentaire, le temps de décrire la méthodologie en détail, mais qui passe aussi par le choix d'une forme. C'est un aspect qui m'intéresse beaucoup dans les formes de recherche-création en sciences humaines et sociales, c'est comment, au travers d'une choix d'une forme, l'exposition, d'un livre sous forme de bestiaire, ça guide, ça nourrit l'enquête d'une certaine manière. Le bestiaire, au sens du bestiaire médiéval, qui était la façon dont les clercs du Moyen-Âge allaient appréhender le monde à travers la description d'espèces animales pour les bestiaires, d'espèces végétales pour les herbiers, herbariums, pareil pour les minéraux et les capillaires. En fait, c'était une manière de décrire, d'ordonnancer, de classifier, donc c'est un geste pré-moderne de description du monde, avec en général une petite morale, héritée de la morale chrétienne. Nous, on ne reprend pas forcément cet aspect-là. Ce qui nous intéressait, c'était plutôt le fait que à l'époque, n'étaient pas séparées, en fait, des choses qui, aujourd'hui, ou en tout cas dans les 200 dernières années, l'ont été à travers la séparation nature-culture. De revenir à certains enjeux très modernes, non-séparation nature-culture, mais les décrire avec, ou les représenter à travers certains codes visuels, certains codes descriptifs qui viennent de la modernité. Donc voilà, ça se traduit, on va voir le livre qui circule, et qui est aussi une manière, pour moi c'était aussi une manière de mettre sur le même plan beaucoup de choses qui m'intéressent. Il y a à la fois des Tamagotchi, si vous vous rappelez de ces petites créatures virtuelles sur des écrans, qui existent toujours par ailleurs, et des végétaux, et Covid-19, et l'être humain qui est modifié, et donc d'avoir un point de vue, de réinventer une forme de naturalisme aujourd'hui à travers ce type d'enquête-création. Et on pourrait dire que c'est un prolongement en fait d'un appel qui est fait par différents chercheurs et chercheuses. Je pense en particulier à Natsing, qui vous connaissez peut-être, qui nous incite en fait à démarrer en remarquant. En fait, le begin with noticing, on commence une enquête sur le monde par le fait de remarquer. Et donc ça, c'est un peu le sens de ma démarche, par ces manières de procéder par l'observation, que je décrivais tout à l'heure avec le petit ouvrage, une série d'exercices d'observation, à prendre au sérieux en fait, ce genre de description, de conception assez pragmatique de ce que c'est que la manière d'appréhender le monde aujourd'hui, une sorte de carnet de terrain sur un certain type de minéraux qui est complètement artificiel, juste des couches de peinture superposées les unes sur les autres, et ça produit un nouveau type de minéral. Donc vous pouvez acheter ce genre de minéral sur eBay, ça s'appelle la fordite. Donc là derrière, il y a une question de comment on passait de ce genre d'enquête de terrain, de ce carnet de terrain, à ce bestiaire. Et donc c'est ce qu'on a opéré à travers le fait de réaliser l'exposition, puis ensuite cet ouvrage. Là derrière, en fait, il y a, là je suis allé chercher une citation d'un bon vieux bonhomme des sciences humaines et sociales, qu'on ne pourrait pas nécessairement suspecter d'être dans l'idéal de la recherche-création, mais je trouve intéressant que même chez quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss, célèbre anthropologue, qui fait du terrain, mais qui est plutôt dans une démarche sur le restant de sa vie très théorique, qui expliquait comment, pour mettre en lumière, ou pour interpréter, pour analyser le matériau d'enquête que lui a produit, ou que on pourrait dire ses étudiants et collègues ont produit, passer par une forme de travail autant manuel qu'intellectuel, avec des formes de modélisation,
de production de prototypes. Et je n'ai pas trouvé la photo du mobile en question, mais je trouve assez fascinant que même chez quelqu'un qui a plutôt une démarche assez théorique, théoricien, il y a une pratique de la modélisation, du diagramme, etc. Donc ça, c'est aussi des façons dont, comment à travers, moi qui ai un parcours en partie dans les sciences humaines et sociales, j'essaie de comprendre comment les manières de faire, le fait de maqueter, de prototyper, peut contribuer d'un point de vue épistémologique à produire des savoirs et des connaissances. Ce que je vais faire, puis c'est lié au thème, au titre de la conférence, autour de la question alpine, de montagne. Je vais prendre un cas en fait de comment ça se traduit, ce type de projet d'enquête-création, dans un contexte plutôt montagnard, qui est celui sur lequel j'ai travaillé en parallèle des projets culture numérique dans les dernières années. Donc globalement, ce que je vais faire, c'est montrer comment, dans la plupart des projets que je mène, il y a une phase d'enquête de terrain qui débouche à travers un dispositif d'enquête sur une forme de description, avec une part de création qui, alors là, ça va être du texte, mais dans le bestiaire, c'était plus que du texte. Et comment ça débouche ensuite sur une forme plus spéculative, une forme de, je ne vais pas dire d'anticipation, parce qu'il ne s'agit pas de prédire le futur, mais c'est plutôt de spéculer ou de créer un dispositif qui sert à penser l'avenir du territoire sur lequel j'ai enquêté. Alors c'est un projet qui est d'abord un projet personnel. Donc, moi j'habite à Genève, qui est à l'extrême ouest de la Suisse, tout petit pays. Je suis quelqu'un qui aime bien les montagnes, qui aime bien faire de la randonnée. Ça c'est plutôt le côté personnel. Mais à un moment donné, j'ai découvert toute une littérature à Genève. Donc, je n'avais peut-être pas la connaissance de cette Genève, mais c'est un territoire qui, avant de rentrer dans la Suisse, jusqu'au XIXe siècle, en gros jusqu'à 1816, était indépendant. Donc une espèce de tout petit territoire calviniste, berceau du protestantisme, mais aussi de certains philosophes de lumière, type Rousseau et Voltaire, qui vivaient là, qui sont venus de là, qui sont partis évidemment, mais aussi de toute une culture de personnes qui étaient d'ici ou qui venaient d'ailleurs pour aller dans les Alpes et décrire les Alpes, avec évidemment des gens qui avaient moyen de faire ce genre de choses. Ça pouvait être des gens comme Horace Bénédicte de Saussure, le grand-oncle de Ferdinand de Saussure, un linguiste. Ça pouvait être des gens comme Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein. Donc il y avait toute cette culture du voyage dans les Alpes. Et anecdote personnelle, moi j'ai découvert tout ça en faisant la procédure de naturalisation, de citoyenneté, pour obtenir la citoyenneté genevoise. En Suisse, c'est pas par canton, c'est pas par au niveau de la Confédération que ça a lieu. Et donc, comme j'étais tout le temps dans les Alpes, j'ai dit, bon, moi je vais faire mon propre voyage dans les Alpes, je vais faire mon propre carnet de terrain, qui était à peu près au même moment où je faisais ma thèse de sciences sociales. J'aime bien travailler. Et du coup, j'ai commencé un carnet en fait de mes observations, entretiens, enquêtes dans les Alpes, donc en Suisse, en France, en Italie du Nord, en Autriche, en Slovénie. Donc, et puis ça a duré 7 ans en gros. Pendant 7 ans, j'ai construit un carnet de terrain avec le thème qui m'intéressait, qui était celui de la métamorphose environnementale. La façon dont, aujourd'hui, dans ce territoire, qui forme, on pourrait dire, une sorte d'épine dorsale de l'Europe de l'Ouest, est en train de changer radicalement à travers les multiples facettes de la crise environnementale. Là, vous avez un coin des Alpes qui est en gros là où il y a le point de départ de beaucoup des fleuves européens. Donc là, c'est le glacier du Rhône, mais à côté, il y a celui du Rhin, il y a celui de l'Inn. En gros, c'est différents fleuves qui vont. Le Rhône va dans la Méditerranée, le Rhin à la mer du Nord, l'Inn va plus loin. À un moment donné, il arrive dans la Méditerranée, mais en contournant par l'est. Et c'est des endroits où vous voyez une forme assez dégradée du glacier. Enfin, vous voyez, à tel point qu'il y a des bâches qui sont mises dessus pour le protéger, parce qu'évidemment, il y a une famille qui détient la possibilité de créer une grotte de glace. Donc, pour que leur affaire tourne, il faut qu'il y ait toujours le glacier, donc ils le protègent. Mais évidemment, les bâches se dégradent, donc il y a du plastique qui part dans le Rhône. Enfin, c'est assez catastrophique. Vous voyez là, c'est un peu blanc, mais derrière, c'est tout gris. Enfin, ils sont
sales, parce qu'il y a de la pollution. Voilà. Il y a un portrait assez limite choquant en fait, de ce qui était décrit en fait, au 19e, 18e, 19e, et puis encore aujourd'hui, comme un lieu protégé, avec une certaine qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité de l'espace naturel. Donc c'est quand même assez dégradé. Et donc ça donne lieu, dans mon enquête, je me suis intéressé à des formes de dégradation, mais aussi à des pratiques sociales, à la façon dont des populations de différents territoires alpins vont créer des nouvelles formes rituelles. Vous avez chaque été, au mois d'août, typiquement en Slovénie, Autriche, certains coins de Vénétie, l'Italie du Nord, des feux, des gens qui mettent des feux la nuit pour qu'on les voit de montagne en montagne pour se reconnaître comme une communauté alpine commune face au réchauffement climatique. L'espèce de paradoxe qu'il y a derrière et qu'on retrouve de façon anthropologiquement, c'est pas un paradoxe près. Donc, documenter cette question des nouveaux rituels, la façon dont les rituels du carnaval sont avant, documenter comment des formes plutôt technosolutionnistes se mettent en place. Vous avez un lac artificiel en Suisse, parce qu'il y a un barrage qui produit de l'hydroélectricité, sur lequel il y a des panneaux solaires. C'est une espèce de double pot artificiel qui sert à alimenter le village du dessous, c'est en dessous du col du Grand Saint-Bernard en Suisse. La façon dont ça produit des formes d'hybridation assez curieuses entre les formes d'architecture vernaculaire et les nouvelles formes d'énergie. Les grottis, ça c'est Tessin en Suisse italienne. Voir comment les objets techniques s'insèrent en forme d'infrastructure pour faire perdurer des modes de vie. Enfin, en gros, c'est comme quand l'été il fait beau que les gens montent dans leur poteau. La façon dont les infrastructures sont déployées, non pas pour, on pourrait dire, subsister, mais plutôt pour surveiller. Vous avez c'est dans un coin de Suisse dans lequel il y a 27 antennes comme ça, dont la moitié appartiennent à une société germano-luxembourgeoise qui a été dénoncée par Edward Snowden comme, en gros, la captation des emails ou des télécommunications des Européens par la NSA aux États-Unis. Ça montre aussi que ces dispositifs de surveillance ont une incidence même sur des territoires qu'on pourrait penser éloignés, un peu reclus du reste du monde, comme les Alpes. La façon dont des anciennes mines d'or sont devenues des mines à Bitcoin, parce qu'évidemment, il y a de l'énergie pas chère parce qu'il y a de l'électricité et puis il fait frais. Donc, la place des techniques m'a intéressé, la place des infrastructures techniques, la manière dont les centres d'hébergement de données apparaissent dans des anciens bunkers de l'armée suisse, par exemple. Donc, de comprendre ces métamorphoses ici présentes. Et puis la façon dont des manières d'organiser la collectivité, en fait, aujourd'hui suscitent de nouveau un regain d'intérêt. C'est des canaux d'irrigation qu'il y a dans certains coins des Alpes, ça s'appelle des bis en Suisse, ça s'appelle des rues en France. Et ça a été mis en place de manière quasi centenaire, voire plus, comme des façons de s'organiser collectivement pour gérer une ressource qui était rare, qui est l'eau. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Dans le cadre de l'enquête, je me suis intéressé à la façon dont ce genre d'infrastructures extrêmement basiques, donc, oui, c'est des parties qui sont creusées, parfois il y a du bois, parfois il y a un peu de béton, mais assez basique, en fait, ont donné lieu non seulement à un aménagement physique et matériel, mais aussi à des modes d'organisation collective. La façon dont ce genre de choses a été mis en place, c'est qu'il y a adossé à cela des collectifs qui sont ni l'État, ni public, ni privé, mais qui sont ce qu'on appelle des consortages, qui sont des collectifs dans lesquels les personnes qui font partie ont des droits d'eau, ont droit à accéder à un peu d'eau, et décident collectivement comment, sous certaines conditions, ils ou elles peuvent accéder à l'eau. Ça existe pour les forêts, ça existe pour les pâturages, les vaches, typiquement dans la région de Chamonix, dont je parlais tout à l'heure. C'est un héritage d'un ancien droit qui subsiste encore sur certains territoires et qui a été décrit par des anthropologues au début du XXe siècle et redécouvert par des économistes comme Elinor Ostrom, l'économiste qui a décrit la notion de commun, que vous avez en tête. Et en fait, la notion de commun d'Elinor Ostrom, elle s'appuie en fait sur ces modes d'organisation, des consortages qui sont apparus dans ce genre de territoire.
Il y a donc, depuis plusieurs années, tout un intérêt en fait, pour reprendre, pour saisir en fait, comment ces cultures vernaculaires, en fait, qui ont une certaine histoire, pourraient fournir, en fait, non pas des solutions, mais des formes d'inspiration par rapport à la crise environnementale. Donc moi, j'ai photos, entretiens, notes de terrain, enregistrement. J'ai accumulé cette matière pendant 7 ans, et puis ensuite j'ai travaillé sur comment ça pourrait prendre forme. Et c'est là où j'ai travaillé plutôt sur la forme littéraire, celle voilà, il y a toute une culture qu'on pourrait appeler factographique, de retranscription de faits. J'utilise là le terme de factographique qui vient de certains courants de la poésie littéraire, notamment un auteur russe qui s'appelle Sergei Tretiakov, et ce terme de factographie, en fait, d'écrire des faits, est proposé par une chercheuse en études littéraires dont le prénom m'échappe, Zenati, qui a fait tout un travail sur Marie-France, ou je ne sais plus, Zenati, qui a fait tout un travail sur la notion de factographie, comment il y a des formes politiques d'écriture factuelle. Et donc ça m'a pas mal intéressé à trouver des formes pour mettre en lumière un certain nombre d'observations sous la forme de fragments. Alors, ça s'appelle Fragments d'une montagne. J'en ai fait un livre en fait qui a une sélection d'un certain nombre de ces entrées, typiquement dont j'ai parlé des listes, de partir de l'observation, puis d'écrire en une quinzaine de lignes jusqu'à 2-3 pages un certain nombre d'observations qui s'accumulent et qui permettent de dresser un portrait kaléidoscopique de différentes facettes des métamorphoses et de leurs conséquences sur les territoires alpins. Ça donne lieu à tout un jeu aussi sur des formes assez... de trouver un ton, s'il y avait un travail littéraire, de trouver un ton, des formes d'ironie, sans forcément juger, mais quand même de mettre en lumière des formes plus ou moins... d'observations plus ou moins absurdes. Vous avez dans les Alpes bernoises, qui a un coin de la Suisse dans lequel un immense tunnel a été creusé, le Lötschberg. On a trouvé des sources d'eau chaude. Donc, comme on fait souvent dans ce genre de territoire, la montagne peut être productive. Donc on produit une serre pour faire des œufs d'esturgeon et faire pousser une serre climatisée, faire pousser toutes sortes de choses. Et du coup, pourquoi pas faire pousser du café. Donc, vous avez du café alpin, si vous allez là-bas. Mais juste, il y a un tout petit, c'est 10% en fait, parce qu'il n'y a pas suffisamment de café, donc il faut compléter. Il y a un côté un petit peu ridicule. Donc il y a des manières de mettre en lumière, je vous montre comment je traduis en fait le matériau d'enquête, puis je prends un exemple qui est peut-être un peu plus léger que d'autres, de mettre en lumière par un certain nombre de fragments des enjeux qui peuvent être, je dirais que ça relève quasiment de l'anecdote, mais c'est une façon de mettre en lumière cette question de la montagne productive qui revient avec la question de la montée mécanique, du ski, du tourisme et du surtourisme, pour décrire en fait ces métamorphoses. Donc ça c'est la première partie, enquête, description. La seconde partie, c'est peut-être se dire, mais comment, avec ce matériau-là, on pourrait avoir une forme d'enquête-création qui spéculerait sur les futurs possibles en fait, de ce genre de territoire. Et puis contrairement à beaucoup d'autres projets que j'ai menés dans lesquels, avec mes collègues, on va produire des scénarios, on va produire des réflexions de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va proposer des futurs possibles, là, je me disais qu'il y avait un intérêt à produire quelque chose à la fois parce que je suis pas, j'habite proche des Alpes, mais je ne suis pas non plus un village alpin, donc plutôt dans une logique de participation. Et aussi parce que j'ai envie d'explorer une autre forme qui est celle du jeu. Et il y a cette citation d'Anna Haraway, qui est une collègue d'Anna Singh, que je trouve intéressante, dans un de ses derniers bouquins, Habiter le trouble, dans lequel elle explique que le jeu, au sens large, peut être une façon de sortir d'une pensée utilitariste, qui est souvent présente dans la manière de penser le monde, d'habiter le trouble, une manière en fait de repenser des formes de sagesse et de convalescence, pour, comme elle décrit, habiter le trouble, dans un sens à la fois situé et plus pertinent que chercher des solutions techniques. Donc c'est là où la question du jeu, en fait, elle s'est faite plus saillante, mais c'est aussi là où, contrairement à tout ce que je vous ai montré avant, que j'ai fait sur le côté sans financement,
J'ai fait ce qu'on fait habituellement dans un contexte académique, c'est-à-dire de produire une demande de financement avec tout l'appareil théorique, questions de recherche, travaux connexes, etc., pour obtenir un financement pour ce projet que j'ai mené avec deux collègues, Thierry Miner et Sabrina Calvo. On parlera tout à l'heure. Donc, les deux questions qui m'ont intéressé, c'est à partir du terrain alpin que je vous ai montré avant, comment un jeu sur ce thème pourrait permettre de rendre attentif et d'anticiper des enjeux liés, non pas au changement humain, parce que les gens sur ces territoires, on n'a pas besoin de leur dire que les glaciers disparaissent, tous les jours ils le voient. Pareil pour la pollution, pareil pour le surtourisme, etc., etc. Mais par contre, d'imaginer le mode de vie de demain, c'est de saisir quels sont les possibles, les potentiels, comment retrouver peut-être une forme d'espérance et de liberté par rapport à la façon dont d'autres personnes, d'autres acteurs, des entreprises ou imposent un certain type de scénario d'avenir, voilà, m'intéressait. Et puis le deuxième axe, c'est aussi comment, par rapport à tout ce que je faisais précédemment, plutôt des formes de dialectique, nous on produit, là c'est de traduire ça dans des formes participatives en utilisant des démarches ludiques. Un autre argument pour le ludique, c'est qu'il y a toute une tradition dans les Alpes, les montagnes, de produire du jeu. Voilà, c'est des catalogues d'une exposition au musée de la montagne à Turin il y a quelques années, les montagnes perdues au corps, sur le jeu alpin, le jeu dans les espaces de montagne. Donc, je trouve intéressant de rattacher, en fait, de s'inscrire dans une continuité de formes existantes, celle de jeux de plateau. Sauf que les jeux de plateau en question, ils sont souvent dans des logiques assez de conquête, d'atteindre un sommet, des choses qui nous intéressaient évidemment pas du tout avec mes collègues. En même temps, ça c'est intéressant en tant que tel, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi trouver des formes d'innovation, de partir de l'existence d'un certain type de jeu, mais de créer d'autres dynamiques collectives. Et on s'est intéressé avec un autre type de jeu, contrairement à. Parce que moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'industrie du jeu vidéo, là j'avais pas du tout envie de faire du jeu vidéo, du jeu sur table, à la fois pour des considérations, on pourrait dire, de création, de légèreté, de créer ce genre de dispositif, mais aussi de budget, parce qu'évidemment on n'avait pas un budget démesuré. Et donc on s'est intéressé au jeu de rôle sur table. Alors, je faisais une critique à l'instant d'avant sur le côté un peu compétitif et puis assez caricatural des jeux de montagne, mais les jeux de rôle ont aussi on pourrait les critiquer aussi sur des formes de caricature. Là j'ai pris un des premiers jeux de rôle, vous voyez la couverture, la boîte, on va dire que c'est pas ce qui est le plus inclusif, mais là derrière il y a une dynamique intéressante. Je ne sais pas ici qui a déjà joué à un jeu de rôle sur table. Ouais, ça reste. Donc, pour ceux ou celles qui n'ont pas ça en tête, c'est typiquement les types de jeux dans lesquels il y a une personne qui anime la partie, le ou la maîtresse de jeu, qui va décrire un point de départ, des éléments d'un scénario, et participantes et participants vont oralement décrire leurs activités, soit la première personne, soit la troisième personne. Il peut y avoir un plateau, mais parfois il n'y en a pas. Parfois, il n'y a pas de maître ou de maîtresse de jeu, d'ailleurs aussi, ça peut arriver. Mais tout passe, c'est une sorte de petit théâtre d'improvisation dans lequel, par la parole, se met en place un récit collectif. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant que la couverture en tant que telle, parce que, il y a deux raisons qui m'intéressaient. La première, c'est que comme ça passe par la parole, il y a moins d'éléments visuels. Il y en a un petit peu, dans le manuel de jeu, j'y reviendrai, mais voilà, ça laisse une place à la façon dont les gens qui participent se représentent des possibles et choisissent des mots, des manières d'agir, parfois de mimer peut-être leur action. Et puis, un autre aspect qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'il y a toute une tradition dans les jeux de rôle. Donc, là, il y a une boîte, mais ce qu'il y a dedans, c'est qu'il y a un manuel. Le manuel de jeu m'a toujours intéressé comme une forme, un peu une forme bizarre ou expérimentale, ou parfois caricaturale, d'ethnographie, c'est-à-dire de manière de décrire un monde. Dans ces manuels de jeu, vous avez une introduction qui vous dit ce que c'est que le jeu, vous avez des règles de jeu sur comment on participe, vous avez des descriptions du monde qui passent par
Typiquement, il peut y avoir une chronologie, il peut y avoir le rôle de chacun chacune, il peut y avoir la description des entités que l'on y trouve, qui peuvent être autant voilà, des animaux, végétaux, ou des entités plus ou moins fabuleuses qui s'y trouvent. Puis il y a des scénarios qui sont décrits, donc il y a une forme d'écriture assez intéressante. Et la plupart des gens qui ont fait du rôle, je pense, ont plus passé de temps à lire qu'à jouer. Et c'est pas une critique du tout, parce que je pense que c'est une forme d'écriture extrêmement intéressante, une forme de... Peut-être pas Donjons et Dragons, mais il y a des formes beaucoup plus expérimentales de poésie. Je pense à des jeux comme Rêve de Dragon, par exemple. Et donc, moi qui m'intéressait aussi par rapport à ce thème dont j'ai déjà parlé, des formes. De choisir une forme, le bestiaire, je sais pas, un manuel d'exercice d'observation, et de penser une enquête par les formes. Donc il y avait cet aspect-là aussi qui pouvait jouer. Donc là, vous avez mon collègue Étienne Mineur et puis Sabrina Calvo. Sabrina, elle a habité longtemps à Montréal, elle a écrit un livre qui s'appelle Toxoplasma, un livre de science-fiction, que je vous recommande. C'est une autrice de science-fiction qui fait, en gros, son métier, c'est de faire comment on pourrait dire, world building, créer des mondes fictifs dans lesquels il y a une mythologie, des imaginaires, des couturières aussi. Et en fait, Étienne, il est graphiste, hein, il est designer. Et en fait, on a travaillé ensemble sur la création des règles du jeu, la création du monde, alors j'allais dire fictif, mais en fait semi-fictif, parce qu'on part d'un territoire, je présenterai dans un instant, mais on se situe dans l'avenir, entre 2030 et 2090. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne pouvait pas travailler sur les Alpes au sens large, parce que ce serait absurde, il faut quelque chose de plus situé. Donc on a choisi une vallée alpine, hein, on a pris une qui... C'est pas un choix arbitraire, mais on a pris une vallée qui n'est pas très loin de Genève, hein, qui est la vallée de Chamonix. Donc c'est au pied du Mont Blanc, hein, vous voyez à peu près où c'est, mais qui est un endroit qui est intéressant, parce que c'est globalement l'endroit où est née une forme de tourisme montagnard. Il y a une forme, on pourrait dire, une forme légère par rapport à d'autres formes de colonialisme, le colonialisme alpin, c'est-à-dire la légende, c'est que les touristes anglais, enfin les touristes, à l'époque, le terme touriste, c'était de faire le grand tour, c'était les aristocrates européens qui allaient à Rome pour comprendre, saisir la culture antique, et puis ils passaient dans différentes villes européennes. Hein, et certains ont bifurqué, se sont dit, bah, tiens, on va aller voir ce qui se passe à cet endroit-là, là où personne ne va. La vallée s'appelait Chamonix à l'époque. Personne ne va, en fait, il y avait quand même des agriculteurs qui vivaient là, sauf que bon, eux, on les a un peu effacés. Et donc, ils ont découvert ce qu'ils ont appelé les glacières. Aujourd'hui, on dit des glaciers, maintenant c'est le féminin. Une espèce de grande étendue de glace qui descendait dans la vallée. Ils ont trouvé ça magnifique, puis ils ont écrit des livres là-dessus, puis ensuite, plein de gens sont allés voir ces trucs-là. Et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé le tourisme. Après, vous allez voir ces espaces de montagne. Chamonix est intéressant parce que, au même titre que d'autres points des Alpes suisses, ont été les premiers endroits qui ont été visités par ces visiteurs, quelques visiteuses d'ailleurs. Et du coup, ça a donné lieu à toute une mythologie. Hein. Si vous avez lu le Frankenstein de Mary Shelley, une partie se passe à Genève, une partie en Allemagne, une partie se passe à Chamonix. C'est la partie même de la créature décrit à son créateur, Victor Frankenstein, comment il a appris à parler. Qu'il aimerait bien avoir aussi une créature avec, pour former un peu, c'est un petit peu stéréotypé, mais donc il y a une sorte d'épaisseur mythique qui est de ce lieu. Il y a aussi le fait que c'est un espace très dégradé, hein, une des régions les plus polluées dans les Alpes et en France, parce qu'il y a un tunnel dans lequel les camions passent, donc ça fait la pollution, il y a du surtourisme, donc ça cumule en fait tout un ensemble d'enjeux, de disparition des glaciers, ça cumule tout un ensemble d'enjeux qui nous semblaient intéressants, et pour lequel on s'est dit, on va prendre ce territoire, on va, à partir de rapports environnementaux, de publications académiques, de rapports prospectives, d'entretiens avec glaciologues, anthropologues, des gens dans la population, observation participante, saisir plutôt un ensemble d'enjeux propres à ce territoire qui compléterait l'enquête préalable que j'avais menée et qui a donné lieu à un certain nombre d'identifier de problèmes, d'enjeux qui pourraient être la crise environnementale, les différentes facettes de la crise environnementale, des considérations, des tensions sur des formes
de rationnement écologique, de pénurie, parce qu'évidemment, même s'il y a des glaciers, il y a moins d'eau, de tensions institutionnelles, faut-il favoriser la réflexion de certains, voilà, de certains remontées mécaniques, téléphériques, alors qu'on sait que dans X années, il n'y aura plus de glaciers, donc ça ne sert à rien. Faut-il favoriser ce qui s'appelle le tourisme de la dernière chance, hein, c'est-à-dire venez du reste du monde pour aller voir un truc qui va disparaître, les glaciers. Des formes d'émancipation de groupes sociaux qui ne sont pas contents. La question, c'est moins présent à Chamonix, mais ça pourrait exister, de passage dans les circuits migratoires, dépolarisation de territoires. Enfin, en gros, il y a tout un ensemble de contextes, d'éléments contextuels qui nous semblaient voilà, pertinents à mettre en lumière, également pour sortir de l'idée en fait, de ce que sont ces territoires dans l'imaginaire collectif, qui sont vus comme un endroit où on va voir des belles choses, hein, avec une vision un peu pseudo-romantique. Donc c'est là qu'on a commencé, à partir de toute cette matière, à prototyper, en fait, à maqueter des mécaniques ludiques, hein, c'est-à-dire des manières d'organiser les règles de jeu pour transmettre la parole, hein, typiquement dans le jeu de rôle que l'on mettait en place, hein, avec l'idée de ne pas forcément avoir un plateau très complexe, mais a apparu assez rapidement l'idée de quand même situer géographiquement l'espace de jeu, hein, parce que si on faisait jouer des gens qui ne connaissent pas l'endroit, ben, ça serait un petit peu difficile à saisir. Donc c'est juste, on est parti du principe de prendre une feuille de papier dans laquelle là où la maîtresse de jeu va décrire où est la rivière, où sont quelques-uns des sommets, le village, et puis à chaque passage du tour de parole, les actions principales peuvent être rédigées, déclamées oralement, mais aussi un petit résumé sur le papier, donc ce qui permettrait à la fin d'avoir une forme de manière structurée en fait, de voir comment ce récit en fait, se déploie dans l'espace. On a essayé aussi un peu de prototyper des plateaux de jeu, mais on a vite abandonné, parce qu'on trouvait ça un petit peu trop lourd en fait. Donc c'était un peu ça venait perturber en fait la dynamique générale. Et ce qu'on souhaitait en fait, c'était d'avoir un mode de règles de jeu, un mode de répartition de la parole et des actions les plus légers possibles. Hein, donc, reprendre cette idée d'une forme de jeu d'aventure, hein, comme un jeu de rôle sur table, des règles minimales dans lesquelles il y a un conteur-conteuse qui s'appelle le ou la guide, qui va avoir la responsabilité de connaître les règles et du scénario qui est joué, un scénario qui dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Un plateau minimal pour ne pas être prescriptif sur les futurs possibles, pour juste donner un peu à voir où sont les éléments en fait, de relief, où se situe l'action. Comme il ne faut pas que ce soit trop facile non plus, il fallait un mécanisme en fait, pour tester les actions, pour pas que quelqu'un dise « ouais, moi je monte au Mont Blanc, puis j'y suis en 5 secondes ». Ça ne suffit pas. Alors traditionnellement, dans beaucoup de jeux de rôle, il s'agit d'utiliser des dés, on lance les dés pour savoir si on réussit les actions. Nous, on avait envie de sortir un peu de cette mécanique-là, et puis dans l'enquête, j'avais identifié dans les traditions alpines, hein, chez les gens à l'école, hein, les enfants, il y avait un jeu qui s'appelle le jeu du grelot, dans lequel quelqu'un prend un certain nombre de petits cailloux dehors, les agite dans la main, et il s'agit de deviner le nombre de cailloux. On trouvait ça intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser ce jeu existant, ce jeu du grelot, pour tester la capacité des joueurs et des joueuses à réussir une action. Hein, de dire, je veux escalader telle une moraine glaciaire ou telle paroi, pour savoir si la personne réussit l'action, le ou la guide prend des cailloux au préalable, ce qu'il aura cherché dehors, les agite dans les mains, et puis la personne doit deviner, puis si elle devine exactement le nombre de cailloux, l'action est réussie. Si il y a une marge d'erreur de 3 quintes, voilà, c'est qu'à la fin ça ne marche pas bien du tout. Mais si par contre il y a une marge d'erreur légère, ça permet au guide d'improviser, de dire voilà, t'as presque réussi, mais il y a ça qui se passe. Donc de donner des formes de petits rebonds en fait, pour que l'action soit un petit peu pimentée. Un autre type de mécanique ludique, c'est le fait d'avoir des piles, des pommes de pin. Alors, chaque joueuse a une pomme de pin et la met en jeu à un moment donné en se disant voilà, là j'ai un pouvoir qui s'appelle la syntopie, je peux me métamorphoser en homme humain, en oiseau, en poteau de téléphérique, en ruisseau. Par contre, on ne peut plus parler. La gentilité, la capacité d'action de l'entité qui est choisie est forcément limitée, mais c'est une manière d'amener aussi une forme de rebond, et puis potentiellement aussi une forme de point de vue, parce qu'il faut mimer l'action qui est réalisée. Ça
ça perturbe un petit peu la partie, mais dans le bon sens du terme, pendant quelques minutes. Et puis, une autre règle de jeu, c'est pour introduire aussi des formes de rebond. La guide, en fait, a une petite coupelle avec de l'eau, plonge le doigt dedans, fait une pitchnette comme ça, puis ça fait un certain nombre de gouttes d'eau sur la table. Il ou elle peut les compter, puis il y a des tableaux qui indiquent les rencontres qui sont faites en fonction du nombre de gouttes d'eau. Vous voyez, il y avait aussi là derrière l'idée d'avoir un dispositif minimal, il faut aller dehors, chercher pomme de pain, cailloux, alors, des choses qui ressemblent, pour pouvoir jouer et pas d'avoir des dispositifs très compliqués. Donc c'est très très léger, enfin, vous voyez ce que je décris là. Ensuite, il y a la question des scénarios, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en jeu en fait? Parce qu'il ne s'agit pas de jeu au sens de des échecs, de gagner une partie. Il s'agit plutôt de fournir à travers un certain nombre de scénarios un point de départ qui peut être exploratoire, qui peut être de résolution de problèmes, et en gros servir d'alibi ou d'excuse générale à ce que les gens s'expriment, hein, et s'expriment aussi en une forme amusante, de divertissement, pour en fait parler des modes de vie de demain. Donc il y a par exemple un scénario exploratoire dans lequel il s'agit de reconstituer. Donc Chamonix, c'est proche de la frontière italienne, en Italie, de l'autre côté du Mont Blanc. Il y a un village qui s'appelle Courmayeur, une région qui s'appelle le Val d'Os, et qui, je parlais d'un français, et donc il y avait jusqu'au XIVe siècle en fait des chemins pour aller de l'un à l'autre. Puis après il y a eu les glaciers, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, hein, il y a eu des glaciers qui ont perturbé la place de ces endroits. D'ailleurs, dans tous ces points, c'était une damnation, hein, les glaciers. Les gens n'ont pas arrêté de prier pour qu'ils s'en aillent. Hein. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, ils disent qu'il faut prier pour qu'ils reviennent. Mais c'est des mouvements qui ont eu de va-et-vient, et là, c'est accéléré par le réchauffement climatique. Et donc, dans le scénario, il s'agit de recartographier ces espaces, pour un pèlerinage qui pourrait être fait, qui va de Canterbury en Angleterre jusqu'à Rome, qui pourrait passer par là, qui sera un pèlerinage millénaire. Donc c'est juste une excuse en fait pour faire passer, en gros, de manière dans l'imagination, des participants et participantes à la partie dans cet endroit. Oui. Donc il y a un point de départ, vous devez faire ça, et ensuite il y a un certain nombre d'embûches, un certain nombre de mécanismes de rebond plus ou moins prévus, décrits dans le scénario, que le ou la guide va mettre en discussion auprès des joueurs et des joueuses. Il y a des scénarios plutôt de résolution de problèmes. À début du midi, c'est une montagne, c'est une forme d'aiguille dans laquelle il y a l'arrivée d'une gare de téléphérique, et qui, on sert dans un certain nombre d'années, du fait de la fonte du permafrost, en fait, la montagne va s'effondrer, donc ça n'existera plus. Donc là, il y a plutôt un scénario plutôt situé dans le futur, évidemment, d'aller à la rescousse, en fait, face à l'écroulement de cet endroit. Il y a des scénarios plutôt de l'ordre du conflit politique. Donc, il y a des échanges préalables dans l'enquête. J'avais rencontré un glaciologue qui me disait qu'un des endroits qui serait parfait pour mettre un barrage, ce serait ce qui s'appelle la mer de glace, qui est un des premiers glaciers qui a été découvert par les Anglais dont je parlais tout à l'heure. Ça serait parfait pour mettre un barrage hydroélectrique. Évidemment, si ça a lieu, ça déclencherait des torrents littéralement de protestation, et donc il y aurait ce qu'on pourrait appeler une zone à défendre, en gros des militants qui iraient s'enchaîner aux arbres ou protester. Donc il y a un scénario de cet ordre-là, en fait, de tension politique, dans lequel il va y avoir une forme d'enquête et de résolution à trouver. Il y a le fait de rejouer des explorations scientifiques. Moi, je ne vais pas décrire tous les scénarios, mais vous voyez qu'il y a des scénarios qui sont plutôt exploratoires, d'autres de résolution de problèmes, mais qui sont en fait, comme je disais, même s'il y a un but assez précis, tout ça, c'est une manière de mettre en situation, en contexte, sur ces territoires, tout un certain nombre de détails des joueurs et des joueuses qui vont devoir élaborer en fait des manières d'être ensemble, ou pas, parce que certains joueurs ou joueuses peuvent avoir le rôle de traître dans certains scénarios, et donc du coup venir perturber l'action. Donc tout ça, ça s'appelle Chamonix Sentinelle. Il y a l'idée derrière cette notion de sentinelle qui
de sorte de vigie du monde en train de changer, qui est assez... on a repris ça de l'idée de refuge sentinelle, c'est des refuges de haute montagne qui vont décrire le réchauffement climatique ou la crise environnementale. Donc nous, on a repris un peu cette idée en disant que les joueurs et les joueuses auraient un rôle de sentinelle en jouant ces parties, d'anticiper à leur manière le monde de demain, sans dire qu'il y a des manières justes ou fausses de faire. Et alors, je donnerai le lien tout à l'heure, mais comme c'est financé avec de l'argent public, le PDF de tout ça est accessible en ligne, en accès ouvert. Je n'ai malheureusement pas pu amener le manuel en question, parce que je n'en ai pas au bureau, en fait, ils sont chez l'éditeur, je m'en excuse. Et donc ça se traduit, comme tout manuel de jeu, ça se traduit assez simple. Il y a les règles, il y a une chronologie qui décrit depuis 1000 ans Chamonix, quelles ont été les étapes importantes, et puis ensuite qui décrit de manière totalement spéculative le prochain siècle avec des descriptions de rationnement de l'eau, de conflits, je sais pas, de nouvelles spiritualités, de tensions politiques locales ou géopolitiques, qui servent à donner un ordre d'idée de l'état du monde. Et ensuite, il y a la description des différents scénarios qui sont évidemment pas à lire pour les joueurs et les joueuses, c'est pour la personne qui va animer la partie. Et puis, je vais m'arrêter là. En gros, sur le site web qui est. Le site web. J'ai pas mis. Si. Le site web, c'est ça, chamonixsentinelle.org, qui est. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Il y a une description, une forme de making-of de comment on a procédé. Puis je terminerai là-dessus sur la dimension visuelle. On voulait, comme je disais tout à l'heure, on ne voulait pas être trop prescriptif, mais on voulait quand même donner à voir un certain nombre de choses sur ce monde-là, en fait. Et on a travaillé avec des intelligences artificielles génératives, mais pas forcément celles qui, comme Midjourney ou DALL-E, qui sont basées sur des corpus, d'ailleurs, volus, où on n'a pas demandé la permission des gens. Donc on a plutôt travaillé avec le matériau d'enquête qu'on a collecté, donc les photos que j'ai pu faire, des images qui pouvaient être d'archives sur ces espaces de montagne, pour générer certains éléments visuels. Alors on en a vite abandonné. Alors, par exemple, avec Midjourney, on avait regardé un peu les images d'êtres humains. Bon, à chaque fois qu'on voulait générer des êtres humains, c'était impossible d'avoir des montagnards qui ne soient pas soit des hommes barbus, soit des femmes avec des fusils. Donc il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, voilà, forcément, on n'a pas mis tellement d'êtres humains, parce que ça nous semblait un peu étrange, mais par contre, on était intéressé à des créatures fabuleuses, à des formes d'architecture, à des formes visuelles qui ne seraient pas forcément 100% figuratives, mais qui seraient plutôt de l'ordre de l'allusion, avec le renouveau de l'architecture brutaliste qui existe dans ce territoire, avec l'idée de donner un petit peu à voir, mais pas trop non plus, parce que l'idée n'est pas de trop préfigurer ce monde de demain, et donc de le faire en entraînant un modèle de génération d'images à partir de photos et d'illustrations produites par nous-mêmes. Moi, j'avais mis de côté aussi pas mal de représentations visuelles des créatures, des entités du folklore alpin. C'est aussi cette idée de ne pas négliger en fait comment dans l'histoire de ces territoires il y a un certain nombre de créatures fabuleuses qui existent. Les dragons, typiquement, des dragons historiquement alpins, des formes de loups-garous, des créatures comme le Dalu, qui est plus ou moins grande pour marcher sur l'espace de montagne. Et puis, voilà, quand on travaillait pendant je travaillais sur le projet, j'ai eu un autre petit projet de mandater une collègue pour produire des aquarelles, faire un jeu de memory en fait. Ça c'était juste un cadeau de Noël qu'on a joué il y a 3 ans. Mais ça faisait aussi, c'était une manière de réfléchir à cette question de la place de l'image que l'on souhaitait mettre dans le jeu. Parce qu'il faut ne pas en mettre du tout pour les gens qui ne connaissent pas, pour les gens qui connaissent ces territoires.
c'était pas suffisant. Donc il fallait trouver des façons de donner à voir, donc après de créer une manière d'en générer avec ces contraintes que l'on a. Donc je conclue juste parce que pour pas faire trop long. Le mot de la fin, tout ça, enfin, moi ce qui m'intéresse dans ce que je vous ai montré ici, c'est un espèce de mouvement de va-et-vient, on va dire consubstantiel entre des formes d'enquête, l'idée parce qu'il y a une enquête de terrain, observation, entretien, observation participante, participation observante, et puis des documents, documents d'archives, documents, rapports prospectifs, documents produits, travaux produits par d'autres, et les mettre toujours en lien avec la création, avec une forme de création, tablée sur différentes formes. J'ai parlé de bestiaire, de manuel de jeu, j'ai montré une boîte de céréales, un bandeau aussi. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, l'un va avec l'autre. C'est ça que j'essaie d'illustrer cette notion d'enquête-création. J'essaie de saisir ce que ça pourrait être par la pratique, c'est-à-dire d'avoir des multiples démarches, des outils de production, de collecte, de production de matériaux d'enquête, à travers un cadrage théorique et méthodologique, mais de le penser aussi à travers des formes et des opérations de montage, des tactiques et des outils de mise en forme, de trouver des exemples à émuler, le manuel de jeu, le vestiaire, des objets intermédiaires qui servent à tester. Est-ce qu'on fait un plateau de jeu imprimé? Est-ce qu'on n'en fait pas du tout? Et pour s'en rendre compte de la pertinence, il s'agit de les prototyper, de les maqueter, de tester, de voir ce que ça produit en termes d'échange ou pas. Je n'en ai pas parlé dans l'enjeu, mais en tout cas, d'être dans un mouvement de tester ses idées, ses intentions, et pas juste dire bah, c'est une bonne idée, puis on s'arrête là. Donc c'est le lien entre les deux moi, qui me semble qui me nourrit en fait, et puis que j'essaie de concevoir les projets de cette manière-là, en essayant de construire une épistémologie qui ne soit pas non plus absurde, entre sciences humaines et sociales et les pratiques artistiques. Et là, ça paraît bien joli, mais c'est pas facile forcément à financer, c'est pas facile en termes de temporalité, c'est pas facile à faire reconnaître comme étant activité de recherche auprès de collègues dans différentes disciplines, etc. Mais en tout cas, ça avance. Voilà. Merci beaucoup.